Que ça vaut la peine de donner l'invitation de Strad, car elle tive lorsque les joueurs acceptent et se rendent au château. Si vous n'aimez pas comment cela se déroule dans le livre, soyez rassurés. Cette invitation peut devenir bien plus importante et ne pas être qu'un simple piège. Cette rencontre avec le sombre seigneur deviendra un moment mémorable de votre campagne. Si vous êtes un joueur, je vous préviens qu'il y aura des spoilers de la malédiction de Strad et que cette vidéo est destinée au maître de jeu de la campagne. À certains moments dans la campagne, il est indiqué qu'une lettre de la part de Strad est remise au groupe par un espion du Seigneur. C'est l'invitation de Strad. Dans cette lettre, le vampire avoue être responsable de leur venue en son domaine et les invite à venir dîner en sa compagnie au château Ravenloft. Il promet aussi que leur voyage pour se rendre au château sera sans incident. S'ils acceptent l'invitation, le voyage se fait effectivement sans encombre. À quel moment est-ce propice de donner cette lettre? Le livre suggère 4 moments. Si les personnages utilisent le miroir dans le manoir de Vargas Valakovitch et prononcent le nom de Strad comme cible de l'assassin, alors Strad lui-même apparaît et les invite. S'ils préviennent le festin de Saint-Andral, Strad remet la lettre à Fiona Wachter, qui la leur transmet ensuite. Si Irena est réunie à Sergei à l'étang de Kresk, Strad jure les tuer et envoie la lettre. À l'évidence, un piège. Et à la tour de Van Richten, suite à l'événement spécial avec Esmeralda. Je vous conseille plutôt de le faire après un événement majeur que le groupe a accompli et s'ils sont au moins de niveau 6. Ces accomplissements peuvent être d'avoir complété la colline d'antan, la tanière des loups, Bérez, acquis l'un ou plusieurs des artefacts, tué les guenaudes du moulin, bref, quelque chose qui attire l'attention de Strad. À vous de voir selon où ils en sont dans la campagne, puisque l'évolution de celle-ci est différente pour chacun. Une fois arrivé au château, le groupe est accueilli par Raadin qui les guide jusqu'à la grande salle à manger en fermant les portes derrière eux. Dans cette salle, on y retrouve Strad jouant de l'orgue et les personnages semblent donc être en une rencontre intime avec lui. C'est toutefois une illusion, mais avec laquelle ils peuvent discuter. L'illusion disparaît après un certain temps ou s'il est attaqué, et alors le château sombre dans l'obscurité et toutes les portes se ferment. Les personnages devront parvenir à s'échapper des dangers du château. C'est un piège tendu par Strad. S'ils s'échappent par l'entrée principale, ils devront affronter les gargouilles et les dragons s'y trouvant. C'est intéressant de voir comment ils vont se débrouiller et s'ils parviendront à fuir. Mais ça pourrait être bien plus que ça. À moins que Strad soit activement en train d'essayer de les tuer, je vous recommande fortement de changer le déroulement de cette invitation par une véritable invitation à dîner, sans trahison, sans piège. Une rencontre civilisée servant à ce que tous apprennent à mieux se connaître. Et une occasion pour Strad de manipuler les étrangers afin de créer peut-être de la discorde entre eux. Le dîner avec le diable est probablement l'ajout le plus populaire de la campagne. C'est pas seulement un moment de roleplay cocasse, c'est aussi un moment où vos joueurs et Strad essaieront d'atteindre un but. Vos joueurs voudront probablement en apprendre plus sur le vampire afin de mieux comprendre comment le battre, ou avoir la possibilité d'explorer un peu le château d'ici la finale. Et Strad, quant à lui, c'est évidemment d'en apprendre plus sur eux pour mieux se préparer à un éventuel combat, mais aussi récolter quelque chose. Je vous conseille de faire cette rencontre alors que vos joueurs sont de niveau 5 ou 6. La calèche noire de Strad viendra les récupérer le moment venu, peu importe où ils sont en Barovie, leur assurant un voyage sécuritaire. Lorsqu'ils arrivent au château, ils seront accueillis par Raadin, mais au lieu d'être guidés à la salle à manger, il les entraînera dans l'escalier face à cette salle, le K21. Il leur dira que leurs vêtements ne sont pas appropriés pour la soirée et que le comte y a pourvu. Raadin les guide jusque dans la tour et les amène jusqu'au salon, la salle K49. Là, ils rencontreront Gertruda et Escher qui les aideront à se préparer pour la soirée. Chacun auront des vêtements de soirée élégants, parfaitement ajustés à leur taille et à leur goût. Demandez-leur de décrire eux-mêmes ce qu'ils portent. Raadin leur dira de laisser leurs armes ici afin d'assurer la sécurité de tous et qu'ils pourront tout récupérer après le repas. Il ne les forcera pas s'ils refusent et les laissera les garder. Ce changement de vêtements n'est pas que pour le fluff, mais bien au contraire. Gertruda pourra fouiller leurs choses en leur absence, récolter ainsi des informations sur eux, mais surtout un élément crucial pour Strad. La jeune femme va prendre le temps de nettoyer les vêtements du groupe,
afin d'y trouver de leurs cheveux. Ou s'il y a un chauve dans le groupe, d'y voler un bouton ou autre petit détail anodin leur appartenant. Elle peut aussi coiffer les personnages et ainsi récupérer des cheveux avec un peigne. Strahd pourra user de cela pour amplifier son sort de scrutation. Ou si le groupe est entêté et ne veut rien laisser derrière, il gardera les ustensiles et coupes de vin qu'ils ont utilisés pendant le repas, puisque leur salive s'y retrouvera. Donc que la conversation permette ou pas à Strahd d'apprendre des choses, il sera tout de même gagnant de cette rencontre. Escher leur fera la conversation pour les détendre et sera un bon hôte. Raoden attendra à l'extérieur, ce qui permettra au groupe d'en apprendre plus sur Gertruda et Escher. Une fois prêt, Raoden et Escher les escortera jusqu'à la salle à manger. Escher part ensuite chercher les autres invités, les fiancés. Strahd joue de l'orgue lorsqu'ils arrivent et Raoden va lui annoncer que ses invités sont prêts. Le vampire se retourne et les invite à prendre place à la table alors qu'il s'installe lui-même à l'extrémité. Décrivez qu'il y a 4 places, 2 de chaque côté de Strahd, qui n'ont pas de couvert, et qu'il y a ensuite un nombre de places et de couverts égal aux membres du groupe. Les places sans couvert sont destinées aux fiancés de Strahd. Laissez-les choisir leur place. Certains auront peut-être le courage de s'asseoir à côté du seigneur malgré le manque d'ustensiles. En ce cas, Strahd aura un sourire face à l'audace et Raoden déplacera simplement un couvert pour que la personne reste là. Advenant que votre groupe est stupide et décide d'attaquer direct Strahd, il encaissera le premier coup sans broncher, le cœur des chagrins bloquant les dégâts, et il insistera à ce qu'il s'installe à la table pour avoir une conversation et ne pas brusquer les choses. Strahd pourrait aussi lancer un sort de mur de force entre lui et le groupe pour forcer la paix, ou même l'avoir préparé d'avance si vous savez que vos joueurs seront agressifs. Et Strahd leur dira que c'est pour leur protection à eux, non pas la sienne. Une fois installé, le seigneur entamera la discussion en demandant ce qu'il pense de la Barovie, et les fiancés y arriveront ensuite. Ludmilla et Volenta d'un côté, Anastasia et Escher de l'autre. Ils sont tous élégamment vêtus. Raoden, quant à lui, reste dans un coin près de Strahd à surveiller, se tenant à une distance respectable pour ne pas déranger personne avec le chant des morts qui l'entoure en permanence. Laissez vos joueurs mener la conversation s'ils n'ont pas peur de le faire, mais il est possible que le stress de la situation les rende hésitants. Pour eux, ils marchent sur des œufs en ce moment. Ils savent que si quelque chose tourne mal, ça finira pas bien pour eux. Si vous n'avez pas utilisé les fiancés jusqu'à maintenant, c'est le bon moment pour leur donner une personnalité et les faire intervenir dans les discussions. Vous pouvez aussi utiliser Cyrus Bellevue pour servir le repas et Helga. Helga restera silencieuse et se fera passer pour une esclave prisonnière au service du comte. Si elle parvient à tromper le groupe, elle pourra plus tard dans la campagne se retourner contre eux s'ils essaient de la secourir. Pendant tout le repas, les vampires n'auront aucune assiette de nourriture et se serviront uniquement des coupes d'un liquide rouge plus visqueux que du vin. Ils boivent évidemment du sang. Quant au groupe, Cyrus leur apportera tout ce qu'ils désirent. Ils auront un repas digne de roi avec des mets exotiques que Strahd aura fait importer par les Vistani. S'ils préfèrent un alcool à un autre, ils auront ce qu'ils préfèrent. En ayant exactement ce que les personnages aiment, autant dans les vêtements que dans la nourriture, Strahd démontre ainsi qu'il sait des choses sur eux et les surveille de près. Strahd, pendant ce repas, mènera la conversation si personne ne le fait. Il se montrera très civilisé et fera en sorte de bien paraître. S'il est capable, il essaiera de persuader le groupe qu'il n'est qu'une simple victime dans cette histoire afin d'avoir leur aide pour séduire Irena. Il parlera de son histoire tragique, mais ne mentionnera jamais son frère, la vraie nature de la mort de Tatiana, ni la source de son vampirisme. Il pourrait être vague sur ce dernier sujet en disant simplement qu'il a fait un pacte sans en connaître les conséquences et que le prix a été cher payé. Strahd a plusieurs buts lors de cette rencontre. Identifier un possible successeur ou amant, découvrir leurs points faibles, avoir leur aide pour séduire Irena, créer de la discorde dans le groupe, ou identifier les potentiels personnages facilement manipulables. Il peut offrir à ses invités de les renvoyer chez eux ou un item qu'ils convoitent s'ils acceptent de traquer Van Richten pour lui et de le lui rapporter. Ou Esmeralda, avec cette offre, il pourra voir qui est prêt à sacrifier quelqu'un d'autre pour sa propre liberté. Il pourra dans le futur rendre des visites secrètes à cette personne pour le manipuler.
Je vous conseille de préparer d'avance des réponses aux questions que vos joueurs pourraient lui poser. Vous pouvez aussi leur demander avant la session de vous dire ce qu'ils prévoient de lui demander pour vous aider à trouver les réponses. Vous pouvez déjà prévoir qu'ils demanderont pourquoi ils ont été amenés à Barrevie, pourquoi eux, pourquoi ils ne peuvent quitter ou comment ils peuvent quitter Barrevie, pourquoi Strahd veut Iréna. Une fois le repas terminé, Strahd les invitera à passer la nuit au château, car prendre la route la nuit serait dangereux. Ce n'est pas si tard que ça, Strahd peut avoir usé de son pouvoir sur Barrevie pour avoir amené la nuit. Et si le groupe lui demande de rentrer en usant la calèche, Strahd trouvera une excuse pour qu'il ne puisse la prendre. S'il refuse, Strahd leur promettra la sécurité dans son château et leur dira que ce serait impoli de refuser l'offre de leur hôte. Si malgré ça, ils ne veulent pas rester, laissez-les partir, mais les dangers de la nuit seront présents sur la route. S'ils acceptent de rester, Strahd demandera à Escher de leur servir de guide dans le château. Ils seront libres d'aller où ils veulent, à l'exception de la tour nord et du sous-sol. Il leur promettra sécurité tant et aussi longtemps que eux aussi, de leur côté, ne commettent aucun affront. S'il advenait que quelqu'un vole, tue ou s'aventure à un lieu interdit, alors leur sécurité sera en danger. La tour nord et le sous-sol sont hors limite, car Strahd ne peut justement pas promettre leur sécurité en ces lieux décrépits. Nombre de dangers s'y cachent, mais en vérité, il veut simplement éviter qu'ils découvrent le cœur des chagrins et son cercueil. Le groupe pourra visiter le château librement sans activer aucun danger, ce qui est une bonne occasion de se familiariser avec l'endroit avant la confrontation finale et de peut-être faire du repérage pour le futur. Comme l'endroit prédit du Taraka du lieu de l'affrontement, Escher les accompagnera pour s'assurer qu'ils ne se perdent pas et advenant qu'ils parviennent à le convaincre de les laisser seuls ou s'esquivent pendant la nuit pour explorer dans les endroits interdits, Rahadin sortira de l'ombre pour les ramener au salon. Le salon et la chambre à côté sera l'endroit où ils pourront passer la nuit. Pendant la visite, vous pouvez placer les fiancés à divers endroits pour inciter des conversations plus privées entre le groupe et celle-ci. Dans le livre, il n'y a que Escher qui est un peu développé. C'est donc à vous de créer une histoire et personnalité à ces dames. Chacune devrait refléter une facette de la personnalité de Strahd. Voici ce qui est courant de voir comme représentation de celle-ci. Lunmila est l'aînée, une femme réfléchie, adepte de la magie. C'est son intelligence et ses connaissances arcanes qui ont attiré Strahd. Elle vit depuis 3 siècles auprès de son fiancé. C'est une femme indépendante qui s'occupe des choses importantes et est en quelque sorte la chef des fiancés. Elle est en bon terme avec Rahadin et c'est celui-ci qui lui a appris comment éviter l'emprisonnement dans les cryptes, en étant constamment utile pour Strahd. S'il ne vient pas à se désintéresser d'elle et qu'elle continue de lui servir, il n'a aucune raison de s'en débarrasser. Elle aidera Strahd à diriger la conversation vers les sujets qui intéressent son maître lors du dîner avec les aventuriers. Il fait tout en son pouvoir pour que Strahd puisse posséder Iréna, afin de continuer ainsi de lui plaire et lui être utile. Anastasia est une femme d'une grande beauté qui aime les soirées et faire des réceptions. C'est la plus sociale du groupe. Pour Strahd, c'est une belle possession qu'il détient depuis un peu moins de 2 siècles. Elle comblera les silences à la table avec divers sujets de moindre importance. Elle connaît sa beauté et ne se gêne pas d'user de la séduction pour manipuler. Elle aime particulièrement mettre les mortels à ses pieds pour la vénérer. Elle est toutefois susceptible, mais est assez intelligente pour savoir se maintenir. Lors du repas, elle parlera des exploits de Strahd, l'être qu'elle vénère plus qu'elle-même. Volenta est la plus jeune des dames, c'est sa cruauté qui a attiré Strahd. Elle est sadique et assoiffée de sang. Elle n'était qu'une adolescente lorsqu'elle a été transformée en vampire, et c'est elle-même qui est allée voir Strahd pour qu'il fasse d'elle ce qu'il veut. Volenta est plutôt discrète et peut facilement passer inaperçue. Elle parle peu, et lorsqu'elle le fait, c'est pour être directe dans ses propos. Elle n'aime pas les discussions mondaines. Le dîner avec les aventuriers est une torture pour elle, mais elle en profite pour fantasmer sur tout ce qu'il pourrait faire à ces faibles mortels. Volenta est toutefois jalouse de l'attention que Strahd porte à Iréna. Elle craint que lorsqu'il parviendra à la posséder, que toutes les autres fiancées, elle incluse, seront mises au cachot et oubliées. Escher est le dernier transformé par Strahd. C'est un beau jeune homme, bien éduqué. Il est élégant et gracieux. Il est plutôt tendre et préfère rester loin de la violence. Il aime Strahd par-dessus tout, même si celui-ci peut être cruel. Il admire son créateur pour sa force de caractère. Avec l'arrivée de la nouvelle réincarnation de Tatiana, Strahd s'est désintéressé de lui
et Escher a peur de se retrouver enfermé dans les catacombes. Il se fait donc discret en attendant que la situation se replace pour ne pas déplaire à son maître. Il est loyal à celui-ci et fera donc tout ce que Strahd lui demande. Il prendra le temps qu'il passera seul avec le groupe à leur faire visiter le château pour se rapprocher d'eux. Essayer de s'en faire des amis. Mais Escher est désespéré de plaire à Strahd. Il le fait donc en but de soutirer des informations d'eux et pour les trahir plus tard dans la campagne s'il a réussi à avoir leur confiance. S'il réussit à impressionner Strahd, il s'assure ainsi de rester auprès de lui. Pour conclure sur les fiancés, on peut modifier leur fiche de monstre afin de faire de chacun d'eux des vampiriens avec des habilités propres à leur caractère. Car de simples vampiriens, c'est un peu faible pour être des fiancés du diable. En même temps, celui-ci ne veut sûrement pas que ses propriétés deviennent plus fortes que lui. Je mettrai les liens vers des fiches de monstres créées par la communauté dans la description du vidéo. Vous retrouverez le peu qui est dit sur eux dans le château Ravenloft. Escher se trouve dans le salon, le K49, et les fiancés dans le tombeau de Strahd, le K86. La malédiction de Strahd élabore parfois certains PNJ de moindre importance et omet complètement ceux qui pourraient avoir énormément d'impact dans votre campagne. Les fiancés en sont un exemple, et il y a Raoden. Il est le Alfred de Batman. Il est le frère d'armes de Strahd et la seule personne que le vampire aime autre que lui-même. Je ne parle pas ici d'amour avec un grand A, mais je parle ici d'un amour fraternel. Raoden dans la vie de Strahd depuis bien avant sa naissance. Il a donc une influence importante sur le Seigneur. Raoden est un ajout de la 5e édition et n'existait pas dans les éditions plus anciennes de la campagne. C'est un vilain que vos joueurs aimeront détester si vous l'utilisez, peut-être même plus que Strahd. Contrairement aux fiancés, on retrouve des informations à son sujet dans l'annexe D. Mais les seuls moments écrits de la campagne qu'on le croise sont à l'accueil du château, s'ils ont eu l'invitation à dîner, dans son bureau, où il fait juste chiller là, dans les rencontres aléatoires du château, où il envoie les personnages vers un piège, au temple d'Ambre, avec une scène vraiment étrange où Raoden avale un crapaud comme sacrifice pour demander au dieu de sauver Strahd. Et finalement, dans l'épilogue, si Strahd est vaincu et que Raoden est toujours vivant, il est dévasté par la mort de son maître. Le seul moment où la scène en révèle beaucoup sur lui. Pour bien comprendre ce PNJ, il faut évidemment se pencher sur son histoire. On ne connaît pas l'âge exact de Raoden, mais on sait qu'il sert la famille von Zarovich depuis presque 5 siècles. Il doit donc avoir dans les 500-600 ans. Avant de rejoindre cette famille, il faisait partie du clan des Elfes du Crépuscule. Ceux-ci, à cette époque, étaient bien plus nombreux et libres dans le monde d'origine de Strahd. Raoden s'est retrouvé exilé de son clan lorsqu'il a refusé de se prosterner devant le nouveau chef qu'il considérait faible et corrompu. L'identité de ce chef n'est pas mentionnée, mais certains aiment dire qu'il s'agit de Casimir. Il a ensuite rejoint le roi Barov von Zarovich, le père de Strahd, qui se prouvait être un conquérant exemplaire. Les elfes ont refusé de se plier devant l'invasion de Barov sur leur territoire. Toutefois, le roi avait un puissant allié pour l'aider. Raoden a trahi les siens en dévoilant tous leurs secrets, et grâce aux connaissances de celui-ci, Barov a su vaincre le peuple des elfes du crépuscule et a éliminé la lignée royale. Les survivants se sont rapatriés dans une vallée méconnue, habitée par des paladins de dragons d'argent, l'endroit qui deviendrait plus tard la Barovie. Suite à ça, Barov a fait de Raoden un membre honorifique de sa famille. Et lorsque Strahd est né, Raoden a été aux côtés de lui pour lui apprendre l'art de la guerre. Il est son mentor, son ami et son frère d'armes. Lorsque Strahd est devenu général des armées de son père, Raoden l'a accompagné dans ses conquêtes. Il lui est fidèle et entièrement dévoué. À un tel point que lorsque la malédiction est tombée sur Strahd et qu'il est devenu un vampire, Raoden a continué de le servir. Il est prêt à tout sacrifier pour son roi. Lorsque l'union entre Patrina et Strahd a été prévenue par la mort de cette dernière, Strahd a ordonné de punir les elfes du crépuscule. Raoden s'est exécuté avec plaisir en tuant toutes les femmes et en tranchant les oreilles de Casimir. Ce n'est qu'un exemple de la cruauté que cet homme est capable de faire et des nombreuses atrocités qu'il a dû commettre dans sa vie au nom de la famille von Zarovich. Il a tellement tué de monde qu'une aura de cris d'agonie de ses victimes est audible si l'on est proche de lui. Raoden est un vilain sous-exploité dans la campagne, alors ne vous gênez pas de l'utiliser. Faites-le intervenir pour livrer des messages sinistres, par exemple, comme un coffre dans lequel se trouve la tête d'un PNJ que les personnages aiment, ou il peut livrer un message plus direct en assassinant quelqu'un devant le groupe.
Il peut aussi tester les personnages en combat, mais je vous conseille de faire en sorte qu'ils s'échappent, d'utiliser son pas brumeux et d'avoir fait d'avance sa monture fantôme. Essayez de le garder en vie pour l'avoir auprès de Strahd lors du combat final. Ça complète cette capsule. N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos expériences de la campagne et dites-nous comment s'est déroulé votre dîner avec le diable. Ou que prévoyez-vous faire avec les fiancés et radins? Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous, partager vos expériences et avoir de l'aide d'un maître de jeu expérimenté. On a une section dédiée à la malédiction de Strahd. Et je vous encourage aussi à rejoindre notre Patreon si vous voulez avoir un accès anticipé à tout ce que l'on fait et nous encourager. Vous y trouverez déjà les prochaines vidéos du guide et la prochaine capsule sera sur le village de Kresk et son abbaye. Retrouvez-nous sur Twitch si vous voulez assister à nos parties en direct. Un vendredi soir sur 2, nous faisons la malédiction de Strahd. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour être à l'affût de tout ce que nous faisons. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce pour ne rien manquer et nous aider à ce que YouTube partage notre contenu à plus d'auditeurs. Et vous pouvez nous encourager aussi en portant des t-shirts à notre effigie disponibles sur Redbubble. Tous les liens sont dans la description du vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!